Monsieur André. Ce jour-là, Monsieur André ne sort pas de chez lui. Toute la journée, le volet reste baissé. Dans la rue, les voisins le remarquent, et surtout Ibrahim, qui a pris l'habitude de frapper un petit coup sur la fenêtre de Monsieur André quand il rentre de l'école. Monsieur André, écrit par Geneviève Damas, aux éditions La Traversée. À René Blondel, dont l'âme généreuse et belliqueuse vint librement hanter ses pages. À Saïd, Lydia, Jean-Maurice, Abdelkader, Hassanatou, Auria, Rachida, Afida, Asma et Ouafa, sans qui cette histoire n'aurait pu s'écrire et qui en ont été les premiers lecteurs. Hiver. Chapitre 1. Un nouvel appartement. C'est une rue de la capitale, située dans le bas de la ville. Juste à côté, un pont. Un peu plus loin, la gare. Il y a très peu d'arbres. Toutes les maisons sont collées les unes aux autres, la plupart divisées en appartements. C'est là que Monsieur André a déménagé. Il a 68 ans. Sa femme est morte depuis quelques semaines. Monsieur André possède pour toute compagnie un vieux chat, Petit Noir. Étonnamment, celui-ci n'est pas petit et noir, mais gros et noir et blanc. Monsieur André se dit qu'il a de la chance de l'avoir, ce chat. Sans lui, il ne tiendrait pas le coup. Le souvenir de sa femme envahit toute sa tête. C'est le quartier de son enfance. Avant, Monsieur André connaissait tout le monde. Maintenant, plus personne. Il regrette son ancienne maison, mais c'était devenu trop grand. Seul, il ne parvenait pas à payer le loyer. Seul, il tournait en rond. De toute façon, là ou ailleurs, maintenant que Monique est partie, quelle importance, pense Monsieur André. Le camion de déménagement s'en va. Monsieur André défait les caisses une à une. Il sort les assiettes, les verres, les cadres du papier journal et range chaque chose avec soin. Il n'a pas pris grand-chose, des vêtements, de quoi se préparer à manger, quelques photos et sa collection de disques vinyles. Monsieur André aime la musique. Il passe le premier jour derrière la fenêtre à regarder la rue. Il voit les gens circuler. Il entend ceux qui entrent et qui sortent de l'immeuble. Il y a 3 appartements au-dessus du sien. Monsieur André habite au rez-de-chaussée. Il profite d'un petit jardin. C'était sa seule exigence. Un carré d'herbe pour Petit Noir, a-t-il dit, parce que là-bas, son chat avait de l'espace et un arbre sur lequel faire la sieste. Chapitre 2. Naïma et Nisrine. C'est le soir. Naïma quitte l'hôpital. Elle fait un arrêt rapide au supermarché. Puis elle marche jusqu'à l'école des marronniers. Aujourd'hui, il pleut. Les enfants attendent à l'intérieur. Lorsqu'elle voit sa mère, Nisrine attrape son cartable et se dirige vers la porte. « Tu as une bonne journée, ma chérie ?» L'enfant hoche la tête et sourit. Elle ne dit pas qu'Asma a mangé sa collation. Elle ne raconte pas que Acoup la pince dans le rang, ni que Madame Lydia lui a fait les gros yeux pendant la dictée.
Nisrine ne veut pas inquiéter Naïma qui se lève très tôt et travaille dur. Elle cache ce qui va mal. Elle déchire les mauvaises pages des cahiers et imite la signature de sa mère dans le journal de classe. Naïma et Nisrine traversent la cour. Il y en a pour 20 minutes jusqu'à la maison. Mais aujourd'hui, le sac de course est lourd. Cela prendra plus de temps. D'abord, il y a la rue de l'école, puis la place communale. Après, marcher tout droit jusqu'à la cage aux ours et prendre la petite rue qui longe l'église pour arriver jusqu'au boulevard. Traverser et, enfin, la voilà, le rue. Le camion de déménagement de ce matin est parti, murmure Nisrine. Naïma ouvre la porte d'entrée. Dans le hall, elle entend de la musique classique. Cela vient du rez-de-chaussée. Le nouveau voisin, pense Naïma. Mère et fille grimpent jusqu'au 2e étage. C'est un immeuble sans ascenseur. Elles arrivent enfin chez elles. Elles entrent dans un petit appartement avec une grande pièce de séjour, une chambre, une cuisine et une petite salle de bain. « Tu as fini tes devoirs ?» demanda Naïma. L'enfant fait oui de la tête et se dirige vers la salle de bain. Elle se déshabille, se rafraîchit au lavabo, puis passe son pyjama. Quand elle revint dans le salon, elle sent l'odeur de la soupe aux pois chiches. Chapitre 3. Un gamin en casquette rouge. C'est un après-midi où il fait soleil. Monsieur André regarde par la fenêtre. Sur le trottoir d'en face, 4 adolescents traînent. Ils devraient être à l'école, pense monsieur André. À leur âge, moi, j'y étais. Tout à coup, il les voit tourner la tête. Ils rient et fouillent la poubelle au coin de la rue. Ils en sortent des canettes de coca, de bière et se mettent à les lancer. C'est alors que monsieur André le remarque. Le charroux qu'il vise. Le pauvre chat qui essaye de leur échapper. Monsieur André le voit sauter, essayer de se cacher, de se protéger derrière la poubelle, sans succès. Le voilà encerclé. Les gamins le bombardent et l'animal n'est plus qu'une petite chose qui souffre. Monsieur André sent que la vie du chat ne tient qu'à un fil. Il sort de son appartement et se plante sur le trottoir, bras croisés. Il appelle le plus grand des gamins, le chef, celui qui porte la casquette rouge. « Hé, toi, viens là !» Le jeune hésite. Il regarde ses camarades qui, tous, se sont arrêtés de jeter les boîtes de conserve. Le chat, sonné, s'enfuit à toute vitesse. Monsieur André, qui mesure plus d'1,90 m, continue à fixer le gamin à casquette rouge. Sa haute taille impressionne l'adolescent. Il n'ose pas faire un geste. « Moi, monsieur ?»« Oui, toi. Tu t'appelles comment, petit gars ?»« Ibrahim, monsieur. »« Moi, c'est monsieur André. Je viens d'arriver ici. »« Oui, on a vu votre camion de déménagement. Approche-toi un peu, petit gars. Je voudrais te montrer quelque chose. » Et monsieur André sourit. C'est un sourire large, chaleureux. En confiance, Ibrahim s'avance. Alors, monsieur André décroise le bras et vlan, devant les ados stupéfaits, donne à Ibrahim une gigantesque gifle. Ibrahim pousse un petit cri de souffrance ou de surprise. Difficile à dire. Il a l'air bien réveillé tout à coup. « Putain, monsieur André, tu as aimé ce que je viens de te faire, petit ?»« Bien non, monsieur André. » « Eh bien, le chat non plus. » Chapitre 4. Une lettre d'Amérique. Comme tous les matins, monsieur André lève le volet
et attend le facteur derrière la fenêtre. Là où il habitait avant, le courrier arrivait tôt, vers 8 heures. Ici, c'est seulement 2 heures plus tard. Il est long le temps passé à regarder les voisins quitter la rue, partir pour l'école ou le travail, pense M. André. Il aperçoit la maman et la petite fille avec les 2 couettes qui habitent au 2e étage. Il voit la vieille voisine d'à côté, Madame Verstappen, marcher en direction de l'arrêt de bus. Il a même aperçu Ibrahim sous sa casquette. Monsieur André lui a fait un petit signe, mais l'adolescent a rapidement détourné la tête. Il est un peu plus de 10 heures et toujours personne. J'espère qu'il n'est pas malade, s'inquiète monsieur André. Finalement, une demi-heure plus tard, le voilà, Jean-Maurice, le facteur, avec sa longue barbe et sa sacoche. Monsieur André sort sur le trottoir. « Vous êtes en retard, Jean-Maurice. »« Bonjour, monsieur André, fait l'homme dans un sourire. Vous êtes en retard. J'ai dû passer au garage ce matin. La voiture ne voulait pas démarrer. » Monsieur André n'ose pas demander si Jean-Maurice a quelque chose pour lui. Il a soudain peur d'être ridicule. Il se sent vieux. Mais le facteur sort une enveloppe cachetée de sa sacoche. « Pour vous, monsieur André, et ça vient de loin. »« De Belize, » répond le vieil homme. « C'est où ? » ?»« En Amérique centrale, juste à côté du Mexique. »« Ce n'est pas la porte d'à côté. Ma fille travaille là-bas depuis 15 ans. Elle doit vous manquer, monsieur André. » Monsieur André ne répond rien. Bien sûr, sa fille lui manque. Il n'a qu'une enfant. Après la mort de Monique, Rachel lui a proposé de venir le rejoindre là-bas. « Tu aurais une vie douce avec nous, papa. » Monsieur André a dit que toute sa vie, c'était en Belgique, qu'il l'avait construite. Que ferait-il au Belize, sans amis, sans souvenirs, lui qui ne parle ni l'anglais ni l'espagnol? Toute ta vie, c'était maman, a lancé Rachel. C'est vrai, monsieur André a promis d'y réfléchir. Il a remercié Rachel pour sa proposition. Certains soirs, quand il se sent trop seul, il se dit qu'il aurait dû accepter. Et puis, il regarde son vieux chat, en pensant qu'il est trop tard pour s'habituer à une nouvelle vie. Et chaque lundi, il attend les lettres. Chapitre 5. Un film pour bébé. Au fond de la classe, Ibrahim s'ennuie. Madame Leclé a mis un film en anglais avec sous-titres. Quand elle a allumé la télévision, il a pourtant crié « En français, madame, mettez en français !» Mais le professeur a refusé. Elle dit que c'est mieux de voir les films en version originale. Comme ça, tu apprécies le jeu des acteurs, Ibrahim. C'est une histoire de cow-boy, cela devrait te plaire. Ibrahim n'apprécie rien. Les images vont trop vite. Il a des difficultés à déchiffrer, à assembler les lettres. Il n'arrive pas au bout des phrases. Après quelques minutes, il a déjà mal au crâne. Il regarde ce qui l'entoure, Afida, Wafa et Oréari. Elles comprennent ce que dit le shérif. Lui, rien. Pourtant, il a 2 ans de plus qu'elle. Ibrahim en a assez. Il donne de grands coups de pied dans la chaise devant lui. « Madame, Ibrahim m'ennuie » fait la petite Hassanatou. Madame Leclé l'avertit. Encore une remarque, Ibrahim, et c'est dehors. Mais le garçon ne veut pas rester avec les autres. Ici, il étouffe. Ici, il se sent bête. Alors, il continue à gigoter et ses pieds cognent à nouveau la chaise de la petite Hassanatou. Alors, c'est la punition annoncée. Ibrahim doit aller dans le couloir. Il hausse les épaules. De toute façon, c'est un film pour les bébés. Le voilà dans le grand couloir vide. Il s'assied sur le sol et pose sa tête sur ses bras. Il pense au bulletin qu'il recevra vendredi. « Bulletin de merde », se dit-il.
Il y aura du rouge partout. Il pense à ce que dira son père quand il ira le voir dimanche à la visite des familles. Le travail, c'est important pour avoir une bonne vie, fils, lui répète-t-il chaque fois. Essaye de ramener un bon bulletin. Ce n'est quand même pas grand-chose, se désespère sa mère. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Tout se coince dans sa tête. C'est comme si quelque chose en lui refusait. Il s'assied devant sa feuille et rien ne se passe. Ce week-end, ce sera encore des cris et des larmes au parloir. Ibrahim n'aime pas aller là-bas. Les files devant la prison, le silence gêné quand il se retrouve face à son père, sa mère, qui fond en larmes pour un oui ou pour un non. Un samedi, il a lancé qu'il n'irait plus. Sa mère, d'habitude si douce, s'est mise à crier « Si tu ne viens pas, cela tuera ton père !» Alors Ibrahim est revenu, mais il ne sait pas ce qu'il fait là. Partout, il est perdu. Chapitre 6. La musique de Schubert. Mercredi, il fait beau. Nisrine et Naïma sortent de leur appartement pour se promener au parc. Monsieur André rentre chez lui. Au moment où il pousse la porte de l'immeuble, il se retrouve nez à nez avec une petite fille qui a 2 tresses sur la tête. Ce qu'il voit immédiatement, ce sont 2 grands yeux bruns, ronds comme des billes, qui le fixent. La petite ne dit rien. De surprise, elle a lâché sa corde à sauter. « Et alors ?» fait Naïma. « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Monsieur André sourit. « Bonjour, dit-il. Nisrine regarde toujours fixement le vieil homme. Peut-être qu'elle se sent petite face à lui. Peut-être que sa voix grave l'impressionne. Alors, Monsieur André annonce qu'il est le nouveau voisin. « C'est vous ?» fait Naïma. « On avait vu le camion de déménagement, mais on ne savait pas que c'était vous. »« C'est moi. Je m'appelle Naïma, » fait la jeune femme. « Et voici ma fille, Nisrine. » Et puis, elle demande si Monsieur André se plaît dans son nouveau quartier. Il répond que c'est le début, il faut qu'il s'habitue, mais ça va aller. La lumière s'éteint dans le couloir. Il y a un petit moment de gêne. Naïma cherche de sa main l'interrupteur. Enfin, il fait clair à nouveau. Nisrine tire alors sur le pull de Naïma et la maman comprend que la petite veut dire quelque chose. Elle se penche. L'enfant lui murmure à l'oreille. « La musique, maman, la musique !» Nisrine explique aux nouveaux voisins que lorsqu'elles rentrent chez elles, elles entendent sa musique dans l'escalier. « Oh, cela te dérange ?» demande-t-il. « Je ne pensais pas que cela s'entendait. Je vais mettre moins fort. » L'enfant secoue la tête. « Cela te plaît alors ?» Et Nisrine fit signe que oui. Alors seulement elle ouvre la bouche. « Qu'est-ce que tu écoutes ? Ce qu'on a entendu hier en rentrant du supermarché ?» Monsieur André réfléchit. « Il me semble que c'était du Schubert. Oui, c'est ça que j'écoutais hier, Schubert. » Puis il se tourne vers Naïma. « Vous aimez la musique ? » ?»« Oui, fait-elle. Mais je n'y connais rien. » « On n'a pas besoin de connaître pour aimer, » dit Monsieur André. Et Naïma sourit. Un sourire qui fait chaud au cœur, pense le vieil homme. « Bon après-midi, » fit la jeune femme. « Bon après-midi, » lance Monsieur André. Et il regarde Nisrine qui est soudain devenue très rouge. « Tu dis au revoir à Monsieur André ?» demande sa mère. L'enfant fait un signe de la main et sort de l'immeuble en courant. Chapitre 7. Madame Verstappen. Elle est vieille, sûrement plus vieille que moi, pense Monsieur André,
quand il l'aperçoit pour la première fois. Sèche aussi, avec juste la peau sur les os. Elle porte un long manteau brun, en peau de lapin, avec un bonnet de la même couleur. Elle tire toujours un caddie, comme si ses bras n'avaient plus la force de porter quoi que ce soit. Il sait qu'elle habite juste à côté, Madame Verstappen. Alors, il lui dit bonjour. Là où il habitait avant, tout le monde se saluait. Ici, personne. Dans cette rue, c'est comme si je n'existais pas, se répète souvent Monsieur André. La première fois qu'il lui adresse la parole, elle sursaute, comme si on lui avait jeté de l'eau bouillante à la figure. Mais, peu à peu, elle s'habitue. Et, un matin, c'est elle qui s'approche de lui. « Vous êtes nouveau, ici ?»« Je viens de déménager, » répond Monsieur André. « Cela fait 3 semaines. C'était le 26. Vous étiez où avant ? À Perouet. »« C'est joli par là ? » ?»« Le Brabant wallon, » fait Monsieur André. « La campagne. Pourquoi avez-vous déménagé ?» Monsieur André soupire. Il va parler de la mort de sa femme, mais Madame Verstappen ne lui laisse pas le temps de dire un mot. « Vous n'auriez pas dû venir ici. Ce n'est pas un endroit pour les gens comme nous. Les Belges, je veux dire. Il y a plein d'étrangers. Trop. Moi, cela fait 50 ans que j'habite ici. Avant, c'était bien. On pouvait naître, grandir, se marier, élever des enfants. Mais ils sont venus. Tout cela. » Monsieur André ne dit rien. Il pense avoir mal entendu. Mon mari disait les rats. Il a fait la guerre d'Algérie. C'est comme ça qu'on les appelait là-bas. Parce que, comme les rongeurs, ils se multiplient et il devient impossible de s'en débarrasser. Monsieur André regarde Madame Verstappen droit dans les yeux. Il dit « Je vous plains, madame, de penser des choses pareilles, d'avoir de la boue dans la tête et dans la bouche. » Puis il ajoute qu'il est heureux dans le quartier. Très, il ne connaît pas encore grand monde, mais il a eu la chance de parler à quelques personnes. C'étaient des conversations intéressantes, comme avec Ibrahim, ou Naïma, ou Nisrine. Il ajoute « Je vous souhaite une bonne journée, chère madame. » La vieille Madame Verstappen reste bouche ouverte. Elle rentre chez elle, et Monsieur André s'assied sur le petit banc devant l'épicerie. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Son cœur cogne soudain très fort dans sa poitrine. Chapitre 8. Une tarte aux pommes. Chaque fois qu'il le croise, Monsieur André lui dit bonjour. Mais Ibrahim se détourne, le souvenir de la gifle bien présent à son oreille. Un matin, le gamin à casquette passe en faisant encore semblant de ne pas le voir. Monsieur André l'attrape par le bras. La réaction d'Ibrahim est rapide. « Lâchez-moi, Monsieur André, je n'ai rien fait. » Mais Monsieur André tient l'adolescent fermement. À Perouet, il coupait lui-même son bois. Le gamin essaye de se dégager. La main du vieil homme ne le lâche pas. « Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Une fois que c'est dit, c'est dit. On passe à autre chose. Mais tu restes en colère, je le vois. » Le gamin revient sur la gifle. « Vous n'êtes pas mon père, vous n'aviez pas le droit. » Alors Monsieur André libère le bras. « Tu finis à quelle heure l'école aujourd'hui, petit gars ? » « Ça dépend, fait le jeune. »« Ça dépend. Si je reste jusqu'au bout. Les 2 dernières heures, c'est néerlandais, la prof, je la déteste. Quand tu auras fini, passe à la maison. Tu sais où c'est. J'aurai préparé de la tarte aux pommes. On pourra parler. » L'adolescent file sans un mot. Monsieur André passe à l'épicerie. Il achète la farine, le beurre, les œufs, le sucre et les pommes. Depuis la mort de sa femme, il n'a plus fait de gâteau. C'est le premier. Il le prépare avec soin pour que ce soit bon et beau. C'est important la présentation, il le sait.
Il est 15 heures. Monsieur André se poste près de la fenêtre. Petit Noir sur ses genoux. Il attend. Il se demande si Ibrahim viendra. Il a vu ses yeux sombres, la colère au fond de sa bouche. Il est 15h30. La rue se remplit de cris joyeux des enfants et des mères qui rentrent de l'école. Toujours pas d'Ibrahim. Le temps passe. Le soir commence à tomber. Ibrahim n'est pas rentré. Il ne viendra plus, pense monsieur André. Au moins, j'aurais essayé. Chapitre 9. Naïma et monsieur André. C'est le soir. Monsieur André a mis sa musique. Il est bien. Il a mangé une part de sa tarte aux pommes. Il pense qu'elle est excellente et que c'est un peu idiot d'être là, tout seul, à se dire que son gâteau est excellent. Alors, il prend le plat, se lève et monte au 2e étage. Il frappe doucement à la porte. Pas de réponse. Il cogne un peu plus fort. Une jeune voix demande qui est là. « C'est le voisin du rez-de-chaussée », fait monsieur André de sa voix grave. « Ah, c'est vous !» Et elle entend la clé tourner dans la serrure. La porte s'ouvre. Naïma apparaît. « Vous avez besoin d'aide ?» Alors monsieur André répond qu'il n'a besoin de rien. Il est juste venu apporter de la tarte. Il en a préparé trop. En fait, non. Il en a préparé pour quelqu'un qui n'est pas venu. « Voulez-vous entrer, monsieur André ?» L'homme va refuser. Entrer chez les gens qu'il connaît à peine, ça le gêne un peu. Mais s'il réfléchit bien, il n'a rien à faire chez lui. Seulement suivre les programmes de la télévision. Son chat sur les genoux. Alors il dit oui. « Avec plaisir, Naïma. » La jeune femme lui propose un thé à la menthe. Monsieur André accepte encore. Pendant qu'elle s'active dans la cuisine, il a l'occasion de regarder la pièce dans laquelle il se trouve. L'appartement a la même dimension que chez lui, tout aussi petit, mais il est plus clair, mieux rangé. Il voit l'ordre de Naïma, toute l'énergie qu'elle met pour que son appartement soit accueillant. Il regarde les jouets de Nisrine, rangés dans les bacs, toutes les affaires qui ont chacune leur place. La fillette arrive de la salle de bain, en pyjama et sourit. « Bonsoir, monsieur André. » Quand Naïma sort de la cuisine, avec le thé, les assiettes, les cuillères, Nisrine a mis sa chaise à côté de celle du vieil homme. Ensemble, ils lisent l'histoire du tout petit crocodile qui rêve de manger un enfant. L'homme prend une grosse voix pour le père crocodile et une toute petite très aiguë pour l'enfant crocodile. Nisrine rit. Après, ils mangent en silence. Naïma ne sait pas trop quoi dire, monsieur André non plus, mais Nisrine parle sans arrêt et la tarte est bonne. Monsieur André se demande où est le papa de Nisrine. Naïma sait que monsieur André se pose cette question, mais elle ne veut pas en parler. Alors, elle raconte son travail à l'hôpital. Printemps. Chapitre 10. Un après-midi de printemps. Le printemps est arrivé dans la rue. Il fait doux. Les 2 arbres près de l'épicerie sont couverts de feuilles. Les enfants jouent sur le trottoir avec des craies. Des voisins ont sorti des chaises et profitent du soleil. Monsieur André est derrière sa fenêtre. Il aurait bien envie, lui aussi, de s'asseoir comme les autres. Il hésite. Et puis, il se décide. Il prend la chaise en bois de la cuisine, son magazine de mots croisés, et le voilà dehors, devant sa fenêtre, sur le trottoir. Il y a du vent. C'est agréable. En face, 2 hommes sont assis sur des chaises. Un de son âge et un autre plus jeune. Soudain, l'un d'eux fait un signe. Monsieur André ne répond pas. Il n'est pas sûr que le geste soit pour lui. Mais l'homme recommence et crie. «
Voulez-vous du thé ? Monsieur André ne boit jamais de thé, sauf chez Naïma. Mais il est là tout seul de l'autre côté de la rue. Et les deux hommes lui sourient et lui font signe de venir les rejoindre. Alors, il se lève et s'approche. Il dit oui, du thé, et il en veut bien un peu, mais il ne veut pas déranger. Et pendant qu'il parle, l'homme, le plus jeune, est parti chercher la chaise de monsieur André. Il l'a ramenée de l'autre côté de la rue. Vous n'alliez pas rester tout seul, monsieur André. Celui-ci est tout étonné que l'on connaisse son nom. C'est une rue où on se dit beaucoup de choses, fait l'homme. Je vois, répond monsieur André. Il prend une gorgée du thé à la menthe. Il pense que c'est bon, tandis que le liquide chaud et sucré s'écoule au fond de sa gorge. Le plus vieux des deux hommes, celui qui porte un bonnet et une barbe, s'appelle Mourad. Il doit avoir 80 ans. Il a eu 11 enfants. Tu te rends compte, monsieur André, 11 enfants, c'est quelque chose. Il s'est marié à 15 ans et sa femme en avait 14. Ils ont quitté le Maroc et ils sont venus ici, raconte le plus jeune. Toute sa vie, il a conduit des trams. Un bon travail, un travail avec des amis, explique Mourad. Maintenant, je me repose, je profite. Le plus jeune, c'est Hicham. Il travaille sur les toits. C'est un bon métier aussi. Pour le moment, j'ai un patron. Mais mon rêve, c'est de créer ma propre entreprise. Cela s'appellera Toiture Hicham. C'est bien, Toiture Hicham, non ? Qu'est-ce que tu en penses, monsieur André ? Monsieur André n'en pense rien. Il ne sait pas. Mais comme il trouve Hicham sympathique, il dit que c'est bien. Très bien. On ne peut pas trouver mieux que Toiture Hicham. Après, il regarde en silence les enfants jouer. Puis, monsieur André pense à Naïma et à Nisrine, à leur petit appartement. Et la question arrive dans sa tête, il demande « La voisine du 2e étage chez moi, vous voyez ?» Les deux hommes secouent la tête. Naïma et sa petite, ils voient très bien. Qu'est-ce qui est arrivé avec le papa de Nisrine ? Le regard des hommes devient soudain grave, et c'est le vieux qui parle. Elle n'a pas eu de chance, Naïma, vraiment pas eu de chance. Chapitre 11. Le sac et le couteau. Ibrahim a déconné, complètement déconné. Comment a-t-il pu faire une chose pareille ? Sortir son couteau et arracher ce sac. C'était idiot, il le sait. Il le savait dès le moment où il a sorti la lame de sa poche. Mais, pendant que sa tête lui disait d'arrêter, quelque chose à l'intérieur a continué. Il se souvient du regard de la femme. Personne ne devrait regarder quelqu'un comme ça. Alors, le sac, tout de suite, il l'a balancé dans la première poubelle venue. Mais l'argent, il n'a pas pu s'empêcher. Il l'a pris. Son cœur cogne dans sa poitrine. Ses mains tremblent. Il a peur de ce que la femme pourrait faire, peur que les flics aient reçu son signalement, peur qu'il l'attende chez sa mère. Il n'ose plus rentrer chez lui. Mais où aller ? Ibrahim est revenu dans la rue. Il se cache près de l'entrée de garage de l'immeuble dans l'ombre. Il regarde à gauche, à droite, personne. Il est 10 heures du soir. Il fait froid. Dans la maison d'en face, au rez-de-chaussée, il voit la lumière. Derrière les rideaux de voile, il aperçoit la silhouette de l'homme qui lit, le chat sur ses genoux. Le gamin, à casquette, prend son courage à deux mains et se décide à sonner. Monsieur André ne bouge pas. Ibrahim recommence. Enfin, il entend la voix dans le parlophone. « Qui est là ?» Alors il dit qu'il est venu pour manger la tarte aux pommes. « Vous pouvez ouvrir, monsieur André, s'il vous plaît, monsieur André, » et la porte s'ouvre. Ibrahim tremble de froid. Monsieur André va lui chercher un gros pull. Au début, le gamin ne veut pas le passer. Question de look, se dit le vieil homme. Il insiste et Ibrahim finit par accepter. « Tu as mangé, Tiga ?» Le gamin fait non de la tête. Alors, monsieur André lui réchauffe la soupe aux poireaux qu'il a préparée. Toujours,
il se force à préparer de la nourriture, même si, la plupart du temps, il n'a pas le cœur à manger. Mais Monique disait « Toujours bien se nourrir, c'est ça le secret de la santé. » Monsieur André regarde Ibrahim manger sans rien dire. Il ne dit pas « Je t'attendais il y a 15 jours. De tarte aux pommes, il n'y en a plus depuis longtemps. » Il pense que si le gamin est venu, c'est qu'il a une bonne raison. Et lui, monsieur André, finira bien par la connaître. Il suffit de se taire et de regarder. La vérité finit toujours par sortir, cela il le sait. Chapitre 12. Une promenade en camion. C'est un mardi. Hicham est devant l'épicerie. Il dit à monsieur André « J'ai quelque chose à te montrer. Tu viens avec moi ?» Et monsieur André le suit. Il arrive dans la rue qui longe la gare. Il est là, éclatant le camion. On peut y lire « Toiture Hicham ». « Qu'est-ce que tu en penses, monsieur André ?» Le vieil homme hoche la tête et répond « Ah ça, c'est bien. C'est très bien, Hicham. Bravo. » Et Hicham raconte qu'il a acheté le camion d'occasion. Une affaire, vraiment. C'est un cousin qui travaille dans un garage qui l'a averti. Un déménageur cherchait à s'en défaire. Je l'ai eu pour presque rien, monsieur André. Une occasion incroyable. Monsieur André déclare qu'il est content pour Hicham. Lui, qui n'y connaît rien au camion, demande si celui-là est suffisamment puissant, s'il ne consomme pas trop, s'il est facile à conduire. Hicham répond à toutes les questions, puis s'arrête. Il regarde monsieur André et lui demande « Tu as des choses à faire aujourd'hui, monsieur André ?» Et le vieil homme hausse les épaules. Alors Hicham lui propose d'aller faire un tour. « On va rouler près du canal, monsieur André. » Et le vieil homme monte dans le camion. Ils sont là, tous les deux, dans la cabine. Par rapport à Perouet, où il habitait avant, monsieur André trouve le canal laid, très laid, gris, recouvert de béton. Mais, dans les yeux d'Hicham, ce canal est la plus belle chose du monde. « Regardez, monsieur André, toute cette eau au milieu de la ville, c'est incroyable. Il y a même des mouettes et les moulins à vent tournent comme si on était à la mer. Vous sentez ça, monsieur André, l'air de la mer ?» Monsieur André ne sent rien du tout, mais les yeux d'Hicham brillent tellement. Alors, monsieur André pense que, même s'ils sont entourés de béton, il vaut mieux être là avec un ami au lieu de rester seul dans une vaste maison, froide, au milieu d'un grand jardin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le soleil illumine la ville, alors il répond que oui. Oui, Hicham, c'est beau. Et le jeune homme lui raconte le sable qui recouvre le béton en été. Et cela fait vraiment comme une plage. Oui, monsieur André, une vraie plage. On ira ensemble tous les deux en maillot et on se couchera dans des transats. Et monsieur André rit. Il n'a plus mis de maillot depuis si longtemps. Ils font plusieurs fois le tour du canal. Puis, ils reprennent la direction de leur rue. Et Hicham dépose le vieil homme devant sa maison. « Merci beaucoup, Hicham. Tu as fait un très bel investissement. Je suis sûr que ce camion va te porter chance. » Le soir, en s'endormant, monsieur André pense qu'il a eu une fameusement belle journée. Chapitre 13. Une visite. Aujourd'hui, monsieur André attend la visite de sa sœur qui habite à Namur. Elle lui a téléphoné il y a quelques jours. « André, je veux voir où tu habites. » Il pense qu'elle a sûrement quelque chose d'important à lui dire, car elle n'a pas l'habitude de quitter sa ville. Elle déteste Bruxelles. Alors, le vieil homme a préparé de la tarte aux abricots, passé l'aspirateur, mis une jolie nappe sur la table. Il a expliqué à Mireille que la gare se trouve dans la rue à côté de la sienne et qu'il l'attendra sur le quai. À 14h30, monsieur André est là avec 20 minutes d'avance, voie numéro 9.
Cela fait plusieurs mois qu'il n'a plus vu sa sœur. La dernière fois, c'était le jour de l'enterrement de Monique. Depuis, plus rien, pas même un coup de téléphone. Mais déjà, avant la maladie de sa femme, ils se voyaient peu, de moins en moins. Enfants, pourtant, ils étaient très proches. Mireille a juste 2 ans de plus que lui. Il se souvient des parties de cache-cache, des fous rires sous la couette, du chemin de l'école qu'ils parcouraient ensemble, toujours inséparables. C'est plus tard que les choses ont changé, quand il a décidé de devenir enseignant. Ce n'étaient plus les mêmes vies, ni les mêmes valeurs. À côté du mari de Mireille, un grand avocat, Monsieur André n'était pas assez bien, comme si sa sœur avait soudain honte de lui. Le train entre en gare. Les voyageurs descendent. Monsieur André ne voit pas sa sœur. Le train repart. La foule s'en va. Monsieur André reste seul sur le quai. Il se dit que Mireille a dû manquer son train. Il attendra le suivant. Il fait doux aujourd'hui. Le ciel est bleu. Sur le banc du quai, Monsieur André ferme les yeux. 1 heure a passé. Le voilà, le train en provenance de Namur. Et il la reconnaît tout de suite à son pas énergique, son air fâché, Mireille. Elle ne lui dit même pas bonjour. Si tu avais un portable, j'aurais pu te prévenir, mais non, tu n'en veux pas. Alors, il ne faut pas te plaindre si tu as attendu. Monsieur André fait remarquer qu'il ne se plaint pas. Ils sortent de la gare. Mireille ne lui pose aucune question. Elle ne fait que parler. Elle dit que ce n'est que du béton ici. Bien sûr, la gare est jolie, mais cela ne suffit pas. Il n'y a pas d'arbres. Monsieur André raconte que derrière la gare se trouve une réserve naturelle. Très belle si tu veux, après le goûter, je pourrais te la montrer. Mireille répond qu'elle n'a pas le temps. Il faut qu'elle soit revenue aux environs de 6 heures. Elle n'a pas toute la vie, elle. En entrant dans la rue, il croise Mourad qui fait un grand sourire à Monsieur André et à sa sœur. Le vieil homme fait les présentations et dit à Mireille que Mourad a passé toute sa carrière à la Stib. C'est quelque chose, Mourad sourit, mais Mireille garde un visage fermé. Quand ils entrent dans l'appartement, Mireille regarde tous les coins. Elle demande si elle peut visiter. Monsieur André répond qu'il n'a rien à cacher. Sa sœur entre dans chaque pièce, inspecte, referme soigneusement la porte. Monsieur André prépare le thé à la menthe avec la recette qu'il a reçue de Naïma. Il propose une part de tarte à Mireille. Elle refuse. Pas de sucre, je fais régime. Elle ne prendra pas de thé non plus. Elle pose quelques questions à son frère, mais Monsieur André se rend compte qu'elle écoute à peine. Alors il attend ce qu'elle a à lui dire. Cela commence doucement. Mireille dit qu'elle est étonnée. Cet appartement est très petit, le quartier pas très attirant. Personne n'a envie de vivre au milieu de briques à 2 pas de l'autoroute. Très peu de Belges vivent dans cette rue. Il lui semble que Monsieur André n'est pas bien ici. Pas bien du tout. Alors, elle a quelque chose à lui proposer. L'appartement qu'elle possède à Namur est libre. Les locataires sont partis depuis 3 mois. Elle n'arrive pas à le louer même s'il est bien situé, avec un joli jardinet. Ce serait l'endroit idéal pour toi, explique Mireille. Nous te ferons un prix. Ce sera à peine plus cher qu'ici. Et ton chat pourra venir, dit-elle en montrant Petit Noir. Monsieur André répond qu'il va y réfléchir. Puis il se lève, dit à sa sœur que si elle veut être rentrée à Namur pour 6 heures, il faut se mettre en route maintenant. Il lui tend son manteau et les voilà repartis. 5 minutes plus tard, ils sont à nouveau sur le quai Neuf. Par chance, le train arrive quelques instants plus tard. Monsieur André ne doit pas faire la conversation. Il agite mollement la main en signe d'au revoir et repart d'un pas décidé chez lui. Il sait déjà à qui il va offrir la tarte aux abricots.